Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation sur l'intelligence artificielle. C'est Adibola, vous m'avez reconnu. Aujourd'hui, nous allons parler des réseaux de neurones artificiels. Donc, je me fais un réel plaisir comme d'habitude, d'enregistrer cette formation. Donc, je vous demanderai de prendre note des informations qui vont être importantes. J'estime même que toutes les informations que nous allons mettre, enfin, tout ce dont nous allons parler aujourd'hui sera quand même assez important. Donc, je vous invite vraiment à prendre note et à ne pas être déconcentré. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de deep learning, le deep learning. Nous allons parler hem, des neurones artificiels. Vous savez, le cerveau humain, il est composé de neurones, mais les machines, enfin, l'intelligence artificielle aussi a ses propres neurones. Donc, on dit que ce sont des neurones artificiels. Donc, ce sont en fait des éléments de base des réseaux de neurones. Heu, Ils sont conçus pour imiter le fonctionnement des neurones biologiques, les neurones qui se retrouvent dans le cerveau. Donc chaque neurone artificiel reçoit les entrées pondérées, les sommes, puis les passe à travers une fonction d'activation pour produire une sortie. Donc, on va prendre l'exemple d'un réseau de neurones artificiels qui est utilisé pour la reconnaissance de chiffres manuscrits. Chaque neurone du réseau va recevoir en entrée les pixels d'une image et apprend à détecter des motifs qui vont être spécifiques. Enfin, des motifs comme les courbes, les angles, euh, euh, voilà, toutes les variations qui vont être associées à chaque chiffre. Donc, lorsque le réseau est présenté avec une nouvelle image, les neurones s'activent de manière sélective en fonction des motifs qu'il va détecter dans l'image, ce qui va permettre d'identifier le chiffre qui va correspondre. Maintenant, nous allons parler de l'architecture d'un réseau de neurones. L'architecture d'un réseau de neurones fait référence à la structure et à l'organisation des neurones et des connexions au sein du réseau même. Donc, elle détermine comment les données circulent à travers le réseau et comment les informations sont transformées à chaque couche. Vous voyez. Donc, un exemple courant d'architecture de réseau de neurones est le réseau de neurones de propagation euh, avant. Il est composé de plusieurs couches de neurones, notamment une couche d'entrée, une ou plusieurs couches de cachée et une couche de sortie. Donc, les informations circulent de la couche d'entrée vers la couche de sortie sans boucle de rétroaction. Donc, chaque neurone dans la couche cachée traite les informations en fonction des poids des connexions et des fonctions d'activation. Ce que ça va permettre au réseau d'apprendre des représentations hiérarchiques de chacune de ces données-là. Donc, comme je te le disais dans la vidéo précédente, je crois, les informations les informations que je suis en train actuellement de donner sont des informations que j'essaie de simplifier de sorte à ce que ce ne soit pas trop mathématique. Sinon, avant de vous parler de tout ça, fallait que je vous parle mathématiquement. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que la plus petite personne, enfin, la personne qui n'aime pas les maths du tout, puisse comprendre ce que c'est que euh, je suis en train d'expliquer. Donc, le but de cette formation, c'est vraiment pour vous donner les bases et vous faire voir que euh, l'intelligence artificielle ne se limite pas en réalité à ChatGPT et à tout ce que Internet essaie de nous faire avaler à propos de l'intelligence artificielle. Donc, bien évidemment, les trucs sont un peu succincts et tout, mais croyez-moi, je pense que c'est le mieux qui est à faire. Cette vidéo, elle sera particulièrement courte, particulièrement. Alors, maintenant, nous allons parler de l'architecture des réseaux couramment utilisés. Donc, il y a les réseaux de neurones convolutifs. Ce sont des réseaux de neurones qui sont principalement utilisés dans le domaine de la vision par ordinateur. Ils sont conçus pour extraire automatiquement des caractéristiques pertinentes des images en utilisant des opérations de convolution et de pooling. Donc, un un exemple, quel exemple je vous donne maintenant? Un exemple de réseau de neurones convolutifs, ça a été, enfin, c'est le Visual Geometry Group.
qui a été utilisé pour la classification d'images dans le cadre du défi ImageNet. Donc, le réseau VGG est composé de plusieurs couches convolutives suivies de couches entièrement connectées. Donc, chaque couche convolutive effectue des convolutions sur une image d'entrée pour extraire des caractéristiques locales, telles que les bords et les textures des images. Donc, les couches entièrement connectées combinent ces caractéristiques-là pour effectuer la classification finale. Un autre exemple de ozone convolutif est le célèbre modèle de CNN appelé le Net.5. Donc, ça a été développé par Yann LeCun et son équipe dans les années 90. Et ça a été largement considéré comme l'un des premiers CNN à avoir réussi à obtenir des bons résultats sur des tâches de reconnaissance de caractères euh, manuscrits. Bon, maintenant, nous allons parler des réseaux de neurones. euh, Attendez, générateur adversaire. En fait, les réseaux de neurones générateurs adversaires sont utilisés pour générer de nouvelles données réalistes, telles que des images, des tests ou des vidéos. Ils sont composés de deux parties. Un générateur qui crée des données synthétiques et un discriminateur qui essaie de distinguer les données réelles des données générées. Bon, je ne sais pas si vous connaissez cette IA-là, ça s'appelle Synthesia. C'est une intelligence artificielle qui vous sert à faire des vidéos de type corporate. Est-ce que je vais appeler ça corporate? Mais en tout cas, ça vous sert à créer des vidéos. Et ces vidéos-là, vous allez croire que c'est un être humain qui parle en réalité. Il y a encore un autre type qui vous sert à avoir des images qui sont hyper réalistes au jeu. Hyper réalistes. Ça s'appelle thispersondoesnotexist.com. Le nom de site est assez long, mais le résultat est bluffant. Ça vous génère des images en illimité de personnes qui n'hésitent pas, en fait. Mais quand vous voyez les images, vous avez l'impression que c'est un être humain, que c'est une photo qui a été le fond de l'image, le décor, tout ça, tout ça, tout ça. Vous avez vraiment l'impression que ce sont des personnes qui existent réellement. Cette information, c'est ce que je viens de vous donner. Si seulement vous pouvez connaître la valeur de ce que c'est. Vicepersonnesnoteexist.com. Allez checker. Ça va vous faire du bien. Mais je vous mets en garde. Je ne donne pas cette information-là pour que vous puissiez utiliser ça de manière abusive ou illégale. Pas du tout. Ça sert aux professionnels du marketing à faire certaines choses. On n'est pas en train de faire un coup du marketing, donc je ne vais pas vous le dire à quoi ça sert. Donc, j'imagine que vous êtes assez créatif. Anyway, c'est un site qui existe, vicepersondoesnotexist.com. Il y a un autre qui s'appelle Synthesia. Synthesia, ça vous permet vraiment de générer des vidéos corporate. Enfin, moi, j'estime que le meilleur usage qu'on puisse faire de Synthesia, c'est générer des vidéos corporate pour la promotion d'un produit ou d'un service, ou lorsqu'on n'a pas envie de mettre sa tête sur Internet, on peut utiliser Synthesia pour, voilà quoi, faire la promotion de produits, d'un service ou enfin de tout ce que vous voulez. Et le truc, c'est que ça fonctionne. Vous mettez un script et le script est lu avec des voix synthétiques ou des voix d'êtres humains dans plus de 89 ou 79 langues. Donc, je pense que c'est assez intéressant. Il propose une formule freemium, mais la formule premium vous permet de télécharger la vidéo, de ne pas avoir euh, leur watermark. Après, voilà quoi. Donc, vous voulez Synthesia, préparez-vous à dépenser. Bon, on continue. C'était pas le but, mais c'était juste pour vous donner un exemple réel et concret de ce que c'est qu'un un réseau de neurones générateurs adversaires. Donc voilà. Maintenant, comme je vous le disais, euh, quelles sont les applications du deep learning? Alors, il faut savoir que le deep learning est utilisé dans beaucoup de choses, hein. Premièrement, dans la vision par ordinateur, dans la reconnaissance d'objets, dans la détection de motifs, dans la classification d'images et beaucoup de choses encore. Après, dans le traitement de langage naturel, euh, par exemple, dans la traduction enfin, traitement de langage naturel, je veux entendre par là, traduction automatique, génération de tests, chatbot, analyse de sentiments et enfin par exemple, traduction automatique, je dirais Google Translate ou DeepL. Génération de texte, je dirais euh, Copy AI, Copy AI qui génère du texte. Chatbot, je dirais par exemple qu'on appelle.
le chatbot que j'ai créé pour la Nations Academy, le chatbot qui vous a permis de vous inscrire. Heu, Après, voilà, ChatGPT aussi, c'est un chatbot en quelque sorte. Et après, analyse de sentiments, je dirais peut-être, voilà, enfin, détecteur de mensonges en ligne et tout ce que vous voulez. Après, on peut l'utiliser dans la reconnaissance vocale, dans la transcription automatique de la parole en test. Ouais, là, les IA qui génèrent les sous-titres automatiquement dans les commandes vocales, dans les assistants vocaux comme Siri, comme, hem, Alexa, comme tout ce que vous voulez. Heu, voilà, assistant virtuel quoi, Siri, Google Assistant, Alexa et tout ce que vous voulez. Dans les véhicules autonomes, on utilise aussi dans les véhicules autonomes pour la conduite autonome, pour la détection d'obstacles, pour la reconnaissance des panneaux de signalisation. Donc quand la voiture est en train de partir, il va bien falloir qu'elle reconnaisse, les panneaux de signalisation, qu'elle puisse détecter, les obstacles qui sont sur sa voie. On peut utiliser ça aussi dans la médecine pour la détection des maladies, pour le diagnostic médical, l'analyse d'images médicales, les radiographies, tout ce qui, a trait à l'imagerie médicale. Après, on peut l'utiliser dans la finance pour la prédiction des prix des actions, dans la détection de fraude, pour l'analyse des marchés financiers et tout. Pour avoir fait un peu de crypto, juste un peu comme ça seulement, je n'ai pas duré dans dans le secteur. J'ai toujours des cryptos, mais je ne regarde même plus mon portefeuille. Bref, ce que je voulais dire, c'est que vous voyez les courbes dans Trust Wallet et tout, vous pouvez utiliser ça pour, heu, enfin, pouvoir prendre des meilleures décisions. Après, dans la robotique, pour la manipulation d'objets, la navigation autonome, l'interaction homme-machine et beaucoup, beaucoup d'autres choses encore. Dans les jeux aussi, dans les jeux comme GTA, pour, la stratégie de jeu de société, je vais parler plutôt du jeu d'échecs. Ouais, une petite histoire. Par rapport aux jeux d'échecs. Les gens dans les années 50, dans les années 60 disaient que enfin, puisque l'intelligence artificielle n'était pas encore une réalité, si bon, les gens y travaillaient, mais ils ne croyaient pas forcément que la chose allait prendre une ampleur telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, dans les années 50-60, les gens disaient que s'il y a une chose que l'intelligence artificielle ne peut pas faire, c'est jouer aux jeux d'échecs et battre l'homme. Aujourd'hui, les amis, connaissez la suite. La suite, c'est que l'intelligence artificielle arrive à jouer aux échecs et pire, l'intelligence artificielle a joué aux échecs et a créé de nouvelles stratégies. Et donc, les hommes ont été obligés de s'adapter à ces stratégies-là. Allez sur Internet, vous allez voir. L'une des choses que les gens ont dit encore que l'intelligence artificielle ne pourra sûrement pas faire, c'est la musique. Aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui sont capables de vous écrire des tests de rap, des tests de n'importe quel registre musical, et ensuite vous proposer des chansons totalement faites et bien faites en plus. Hein? Bref, je me disais que j'allais vous raconter cette histoire et je pense que le moment est bien choisi pour vous dire que voilà, l'intelligence artificielle, ça nique le monde. Ensuite, euh, on peut aussi utiliser ça dans la sécurité. Ouais, la sécurité. On peut utiliser le deep learning dans la sécurité pour la détection d'intrusion. Vous voyez, quand un objet malveillant pénètre dans un territoire, enfin, un territoire dans lequel il n'est pas autorisé, bah, le deep learning va pouvoir faire ça. On peut utiliser, enfin, va pouvoir être utile là. Ça peut être utile dans la reconnaissance faciale, pour la sécurité biométrique, les empreintes digitales, l'analyse de vidéosurveillance et beaucoup, beaucoup de choses encore. Alors, chers amis, euh, ça a été un vrai plaisir pour moi de d'enregistrer cette vidéo-là. Comme je le disais, je n'ai pas voulu que celle-ci soit longue parce que c'est beaucoup d'informations assez techniques quand même. Mais j'espère que vous a plu et que vous avez appris quelque chose d'important. Pour conclure, je dirais qu'il est très important euh, de comprendre que c'est pas une solution miracle. Franchement, c'est pas une solution miracle. Donc, euh, ça ouvre de nouvelles perspectives et ça apporte des avancées considérables dans de nombreux domaines. Mais enfin, ce n'est pas une solution miracle du tout. Donc, chers amis, comme d'habitude, c'est un réel plaisir
et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Mais partagez la famille, partagez. Encouragez-moi à continuer de vous produire des formations de qualité et gratuitement. On organisera forcément des lives, des sections où nous serons en live. Nous allons discuter intelligence artificielle, mais beaucoup plus marketing digital. Et voilà. C'est vraiment un plaisir pour moi, la famille, d'être avec vous. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!